corriger, vous n'hésitez pas à faire une pause. J'ai essayé de vous mettre les éléments les plus importants écrits sur la vidéo. Donc, je vous encourage, pour commencer cette séance de correction, à relire bien évidemment le poème tranquillement dans votre coin. Alors, ensuite, je vous demandais, donc, je reprends toutes les questions que je vous ai posées toute la semaine. Premièrement, de remplir un tableau de comparaison entre le loup et le chien. Donc, au niveau des adjectifs. Alors, donc le chien, c'est celui qui apparaissait le plus, comment dire, les adjectifs apparaissaient en premier dans le texte. Vous aviez donc aussi puissant que beau, gras, poli et de taille à se défendre aisément. D'accord. Ensuite, pour le loup, donc pareil, là, ce sont, c'est pas, comment dire, quand je vous demande un relevé d'adjectifs, c'est les adjectifs et aussi toutes les expressions qui définissent, hein, bien évidemment, l'animal. Donc le loup n'avait que les os et la peau. Vous voyez qu'en soi, ce ne sont pas des adjectifs, d'accord. Os et peau sont des compléments d'objet direct du verbe avoir, mais vous voyez bien que ça rentre bien dans la définition du loup. Donc le loup n'avait que les os et la peau, misérable, cancré, air et pauvre diable. C'est le chien qui définit les loups comme ça, et donc du coup ça rentre aussi dans la caractérisation du loup. Et donc après, dans la dernière case, je vous demandais le caractère. Je vous ai mis dans cette case ne pas mettre de citation, mais ce que vous déduisez des adjectifs et des verbes que vous avez relevés. Donc là, vous avez quelque chose d'assez visuel quand vous commencez la phrase, c'est-à-dire que vous avez un chien, vous imaginez un très beau chien avec le poil luisant, en très bonne santé, très fort, très grand, et un loup, comme aussi on peut voir dans certaines illustrations de loup, c'est-à-dire un loup affamé qui erre, d'accord, donc plutôt frêle, la queue basse, un loup qui a faim, tout simplement. Je vous demandais ensuite, donc, résumer l'argumentation du chien. Le loup est-il convaincu? Pourquoi? Répondez avec des citations. Alors, déjà, vous faites le lien, j'espère, avec la fable du loup et de l'agneau qu'on avait vu. C'est-à-dire qu'une fois de plus, là, on a une argumentation au centre avec la même alternance récit et dialogue. D'accord? Donc, le récit, donc, un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Et ensuite, donc, le dialogue qui commence avec un discours direct, on a les mêmes procédés. Il ne tiendra qu'à vous, Bossier, d'être aussi gros que moi, lui répartit le chien. Donc, on voit bien que c'est le chien qui instaure le dialogue. En quoi, en deux mots, en quoi tient l'argumentation du loup par rapport au chien? Tout simplement, le loup, essaye de convaincre le chien, tout simplement, d'adopter son style de vie. Si vous regardez bien, alors si on fait comme avec le loup et l'agneau, c'est-à-dire vous regardez qui parle le plus et qui parle le mieux. C'est bien évidemment le chien qui parle le plus longtemps et qui s'exprime bien, d'accord. Il ne tiendra qu'à vous, Bossier, d'être aussi gros que moi. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils, ils sont misérables, d'accord. Donc vous avez de très belles phrases. Le loup a plutôt l'air balourd à côté, d'accord. Vous remarquez qu'en fait, il y a des choses qui ressemblent au loup de la fable. Vous allez voir pas tout. Le fait qu'il fasse des phrases courtes. Que me faudra-t-il faire? Le loup dit ça. D'accord. Et il dit qu'est-ce cela? D'accord. Donc vous voyez ici que le loup, il va poser donc des questions qui sont très courtes. Donc c'est plutôt le chien qui a l'avantage ici dans le dialogue, c'est lui qui mène le dialogue, puisque c'est celui qui parle le plus, et qui en plus le convainc d'adopter son style de vie et finalement de faire comme lui. Si on devait résumer en deux mots, c'est si tu veux être gras et bien traité comme moi, eh ben viens avec moi, je vais te montrer, c'est facile. Il suffit en fait d'être au service des hommes. D'accord. Il faut quand même noter que c'est quand même le chien qui aborde, enfin qui commence la conversation. Et si vous regardez bien, vous avez quand même déjà quelque chose qui vous éclaire sur le caractère du loup. Pardon, j'ai dû me tromper. C'est le loup qui commence la conversation. Absolument pas de façon sincère pour demander des nouvelles ou quoi que ce soit. Il l'aborde parce qu'il ne peut l'attaquer. D'accord. On peut dire que c'est rusé, on peut aussi dire que c'est hypocrite, c'est comme vous voulez. Vous avez au début de la phrase, l'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers. Donc la première approche du loup envers le chien, c'est de l'attaquer. Il voit qu'il est quand même plus gros que lui, il a peur pour sa peau, et donc il commence à entamer le dialogue.
d'accord? Dialogue que finira par mener le chien. Mais c'est le loup qui commence, et qui commence par, et là je vous demande de faire le lien avec le corbeau et le renard, qui commence bien évidemment par le flatter. D'accord? Dans les fables de La Fontaine, la flatterie, hein, c'est un des grands thèmes de La Fontaine, la flatterie marche toujours. D'accord? Elle fonctionne forcément. Le loup donc l'aborde humblement, entre en popo, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Et le chien, comme tout homme qui est flatté, comme tout le monde, mord à l'hameçon et ne voit pas la flatterie ou trouve qu'il a raison de le flatter et du coup va entamer son discours. D'accord? Donc par exemple, vous pouvez mettre là dans la case au niveau du caractère, par rapport au loup, vous pouvez noter donc le fait qu'il soit rusé. Je vous dis, est-ce que c'est de la ruse? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que c'est de la faiblesse? Ben, ça, c'est aussi à chacun de voir. Le loup, donc le chien lui montre à quel point sa condition est enviable, d'accord? Il lui fait la liste, hein, si vous regardez. Donc il lui dit ce qu'il doit faire: donner la chasse aux gens, porter bâtons et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire. Vous retrouvez ici flatter ceux du logis, c'est-à-dire finalement un chien ne sert qu'à une chose, c'est à flatter son maître, d'accord? Donc explicitement, si vous regardez bien, ici Jean de La Fontaine compare ceux qui flattent les autres à des chiens, d'accord? Et là, vous avez bien évidemment une critique de ses contemporains. Ça, on avait déjà vu pour Le Loup et l'Agneau. Pour l'argument, on est toujours dans la question hein, sur l'argumentation, je développe. Vous avez aussi, il faut relever les impératifs. On a revu normalement les modes en début d'année. Regardez bien au vers 20, suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. L'impératif suivez-moi, qui montre bien que le chien aussi ici mène le dialogue, puisqu'il l'encourage très fortement à le suivre. Est-ce que le loup est convaincu? Pourquoi? Alors, c'est-à-dire, est-ce que le loup se dit, oui, en effet, c'est pas grand-chose, on ne demande pas grand-chose finalement pour être bien traité? Oui, le loup est convaincu. Vous n'avez pas une phrase du dialogue qui le dit, mais vous avez votre participe présent. Regardez, vous avez donc déjà la conclusion. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit, blablabla, blablabla. Chemin faisant, ça veut dire que le loup est en train de suivre le chien. Donc l'argumentation l'a convaincu, il est parti. D'accord? Quel est l'élément qui fait basculer le loup et le persuade du contraire? Ce n'est pas un élément de langage. Autant dire, ce n'est pas dans son argumentation que le chien a une faille. D'accord? La faille, elle est où? C'est un élément visuel. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. D'accord? Le col du chien pelé, hein, c'est visuellement, vous savez, quand les chiens ont un collier, si le collier le serre trop, vous allez avoir le col qui est pelé, c'est-à-dire que vous avez moins de poils en fait, tout simplement à cet endroit-là, d'accord? Parce qu'à chaque fois ça le frotte. Donc l'élément en lui-même qui fait basculer le loup, c'est tout simplement de voir le col du chien pelé. Et ce qui relance l'argumentation, puisque le loup reprend des questions. Au tout début, il n'a posé que 2 questions. Le chien y a répondu de façon satisfaisante et le chien est parti avec le loup. Mais là, il repose des questions. Qu'est-ce là? Quoi? Mais encore. Attaché? Vous ne courez donc pas où vous voulez. Et là, vous avez un basculement des rôles. C'est-à-dire que finalement, le chien prend le dessus dans l'argumentation en lui posant des questions. D'accord? Et pour le coup, sa deuxième argumentation, le chien n'arrive pas à la rendre efficace. D'accord? Puisque à la fin de sa deuxième argumentation, cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. D'accord? Et il a rebroussé chemin. Il préfère être, c'est la morale hein, de la fable, il préfère être pauvre plutôt que d'être enchaîné. Enchaîné et gras ou pauvre et libre. D'accord? Donc, quel est l'élément qui fait basculer le loup et le persuade du contraire? C'est bien évidemment la vision du col pelé du chien, pardon, qui renverse l'argumentation. Et la deuxième partie de la fable, le loup prend davantage la parole et le chien n'arrive pas à avoir une argumentation efficace. D'accord? Comparez l'image qui est donnée du loup dans cette fable et dans celle du loup et de l'agneau. Alors, le plus simple quand je vous pose ce genre de questions, c'est tout simplement de faire les points communs et les différences. Les points communs, donc vous allez avoir le loup qui à chaque fois représente l'animal sauvage.
d'accord, par rapport à l'animal civilisé. En face de l'agneau, c'est bien évidemment l'animal sauvage parce qu'il vit dans les bois, alors que l'agneau, vous savez, il vit en troupeau et que les troupeaux sont menés par les hommes, d'accord. Donc autant l'agneau représentait les animaux domestiqués, autant le loup représentait l'animal sauvage. Là, vous avez de la même façon un animal qui représente une amitié avec l'homme, le chien, et le loup qui représente la vie sauvage. Mais ce qui est intéressant, et ce qui montre bien la variété dans les fables de La Fontaine, c'est que, entre guillemets, si vous aviez un gentil et un méchant dans la fable, là, c'est dans le loup et l'agneau, c'est extrêmement clair. Hein. Le loup, c'est l'innocent, le gentil du côté de l'homme, et le chien, c'est l'agneau, c'est donc le gentil, oui, du côté de l'homme. Le loup, pardon, c'est le méchant du côté de la vie sauvage et du côté de la violence. Ici, c'est beaucoup plus complexe, d'accord. C'est-à-dire que finalement, le loup qui représente la vie sauvage représente aussi la liberté, d'accord. Et le chien qui représente la bonne santé, la vie en amitié avec l'homme, est aussi l'animal qui représente la servitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est attaché, il ne court pas où il veut, il doit faire des courbettes à son maître. Et donc finalement, ce n'est pas un animal libre. D'accord ? Et donc, vous voyez ici que le loup a un rôle beaucoup plus ambigu. D'accord ? Sans compter que le loup, même s'il a des façons de s'exprimer qui ressemblent au loup, hein, du loup et de l'agneau, je vous ai dit des phrases courtes, des questions, comme le loup représente l'état sauvage, bien évidemment, ce n'est pas un animal qui sait faire de belles phrases. À chaque fois, comparé à l'agneau, comparé au chien. Mais ici, le loup n'est pas violent, d'accord ? Même si sa première volonté, c'est d'attaquer le chien, il est quand même intelligent et il sait qu'il ne va pas gagner, donc il ne préfère pas l'attaquer. Mais vous voyez ici que du coup, on a un loup qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus complexe et aussi donc plus intéressant, parce que cette violence, en fait, elle est quelque part refoulée. Et le loup, du coup, représente ici la liberté. D'accord ? Si on vous posait la question, alors, si on reprend la question que je vous avais posée pour le loup et l'agneau, pour qui Jean de La Fontaine, ici, prend parti ? Eh bien, on ne sait pas trop. Si on sait, il prend évidemment parti pour le loup. Après, vous avez aussi un grand choix qui est laissé au lecteur. D'accord ? C'est-à-dire, qu'est-ce que le lecteur préfère être un loup, pauvre et libre, ou est-ce que le lecteur préfère être un chien, c'est-à-dire riche, mais avec la servitude qui est liée au service de l'homme. D'accord ? Bien évidemment, là, il parle aussi de ses contemporains. Vous vous rappelez, on est toujours à la cour de Louis XIV. Et donc, qui est-ce qu'il vise en fait à travers les chiens ? Ce sont tous les courtisans. D'accord ? Donc, je vous rappelle que courtisans, c'est ceux qui vivent à la cour du roi et qui sont peut-être très bien habillés, très riches, mais qui doivent passer leur vie à plaire au roi et à lui dire ce qu'il a envie d'entendre. D'accord ? Ça, c'est la vision de Jean de La Fontaine de la cour du roi, d'accord ? Qui serait remplie de chiens qui sont très riches et très beaux, mais qui n'ont aucune liberté puisqu'ils sont pieds et poings liés à la bonne volonté du roi. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. Les premiers travaux que j'ai ramassés sont très bien, donc ça vous continuez de bien bien les faire. Je vous rappelle que je ne relève pas toutes les copies à la fois. Donc si vous ne recevez pas de mail de ma part en vous disant je vous demande explicitement telle copie, d'accord, vous ne m'envoyez rien. Ensuite, voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi les poser en commentaire ou par mail. Je vous souhaite plein de courage et à très bientôt. Bon courage les 6e.